plus ou moitié du temps à Paris, donc c'est pour ça que c'était assez facile pour moi d'apprendre à cette invitation, de venir au meetup. Et donc, aujourd'hui, je voudrais vous présenter 7 outils de géovisualisation des villes pour comment regarder, pourquoi regarder la mixité sociale des villes aux différentes heures de la journée. Alors, donc, oui, vous m'interrompez quand vous dînez pour que ce soit interactif comme l'application, et je vais éviter de mettre toutes les questions à la fin. Ça sera plus mieux, je pense. Alors, j'ai pris quelques exemples un peu en introduction de certaines géovisualisations récentes et interactives que l'on pouvait trouver assez facilement en ayant accès, pour par exemple regarder, connaître la densité de la population en ville. Là, c'est une géovisualisation qui s'appelle Cartovise, qui est faite par l'Institut d'urbanisme d'Île-de-France et qui, par exemple, montre la densité de population en 2015 à partir des données de recensement avec un gradient de couleur. Effectivement, là, cette densité de population, en fait, c'est quoi? C'est la population rapportée au logement. Où est-ce que habitent les personnes? Donc, quand on voit en rouge, donc c'est une unité, mais c'est par habitant au kilomètre carré. Quand on en rouge foncé plus de 20 000 habitants au kilomètre carré, c'est bien 20 000 résidents, des personnes qui habitent dans ces communes. Finalement, donc, il y a comme une espèce d'implicite dans énormément de cartes qu'on peut voir sur les densités de population, sur le fait que dès qu'on parle de population, de densité de population, c'est toujours la population finalement anonyme. Même exemple, même outil Cartovise, quand on regarde maintenant le niveau de vie des habitants. Donc là, on a de la donnée cartographiée, c'est le niveau de vie, écart à la médiane régionale en 2014. Donc là, c'est toujours implicitement le niveau de vie de la population qui habite dans ces communes. Et donc, on peut imaginer que ça pourrait être extrêmement varié si on prenait peut-être pas les habitants, mais par exemple les travailleurs, les gens qui se déplacent et qui sont dans ces communes toutes les heures de la journée. Autre exemple, là pour le coup, d'une entreprise, je l'ai découvert un peu par hasard, Visualismap, qui a cartographié par exemple la part des cadres des professions intellectuelles supérieures, en l'occurrence à Lyon, donc avec un atas de couleurs pour les parts et des cercles proportionnels pour le nombre, la population par arrivée en 2015. Encore une fois, l'implicite, il est où dans cette carte? C'est qu'on parle toujours de population réincidente. Donc, le contexte social d'un quartier, la répartition sociale, la répartition spatiale des classes sociales est finalement très souvent, voire tout le temps, réduit au profil social de la population résidente. Et ça, c'est vrai dans la littérature scientifique, comme par exemple quand on va analyser des quartiers ou la ségrégation. Est-ce qu'il y a une forte ségrégation dans cette ville-là? Est-ce que les riches, il y a un fort entre-soi des riches ou un fort entre-soi des pauvres? Toutes ces mesures de ségrégation, elles sont basées sur des données de recensement à partir de là où dorment les gens, mais pas forcément du tout là où ils sont au quotidien. Et c'est aussi vrai, cette approche très résidentielle, sur tout ce qui concerne l'action publique ou les diagnostics territoriaux. Par exemple, vous avez entendu parler de tout ce qui est quartier politique de la ville pour cibler des quartiers très défavorisés. Et donc là, on va identifier à l'aide de petits d'un carroyage les niveaux de revenus de la population résidente, et quand 50% de la population du carreau est en dessous du seuil de pauvreté, alors on va définir ça comme un QPV, un quartier en politique de la ville. Et donc finalement, cette identification de ces zonages prioritaires est encore une fois faite à partir de la population résidente. Évidemment, ça a beaucoup de sens quand on travaille sur du logement, quand on va travailler sur par exemple des thématiques de proximité type école primaire, donc pour savoir la composition sociale d'un secteur, évidemment, savoir qui réside à cet endroit, c'est important. Mais on a finalement du coup, même si c'est très important pour beaucoup de thématiques type logement, il y a du coup comme une espèce de prolongation de cette approche résidentielle pour tout ce qui concerne la mixité sociale, l'étude de la ségrégation, sur le fait que finalement, si les riches et les pauvres étaient cantonnés au lieu où ils habitent. Donc, on a donc envie, mon introduction, c'est de dire finalement la mobilité quotidienne des personnes est effectivement intéressante à prendre en compte. Et donc, on peut regarder qu'est-ce qui se passe du côté des géovisualisations qui analysent des données de déplacement quotidien.
Par exemple, ça c'est une géolocalisation proposée par l'agence d'urbanisme de Nîmes, à partir des enquêtes ménage-déplacement. Et là, on voit que sont cartographiés, et aussi sur des graphiques, le nombre total de déplacements selon l'heure de départ, l'ensemble des déplacements à l'heure de pointe du matin. Donc là, finalement, la donnée déplacement, elle est uniquement caractérisée et étudiée à partir d'un nombre ou de quantité ou de volume de déplacement ou même souvent de distance parcourue. Juste une petite question, parce que oui. Ça c'est un peu le sujet qu'on a traité lors du dernier acabit. Et dans les données que nous on a trouvées en open data, ce sont des données qui viennent des recensements. En fait, on demande aux gens où est-ce que vous travaillez. Donc du coup, on peut savoir que tant de personnes vous attirent. Et par contre, ces données-là, on n'a pas du tout vu ces données, donc ce ne sont pas des données qu'on peut trouver en open data. Je vais essayer de en parler. Mais par exemple, les données du recensement sont effectivement en libre accès. Par contre, pour tout ce qui est déplacement, on n'a que le déplacement domicile-travail. Donc, on considère que les populations inactives qui ne travaillent pas ne se déplacent pas, quand on analyse la mobilité à partir de ce jeu de données. Et on considère que la population active ne se déplace que à son lieu de travail, alors qu'elle peut se déplacer énormément. Donc, c'est pour ça que la donnée du recensement sur les trajets de domicile-travail est très riche, mais sur un certain type d'information spatiale. Et en plus, la commune, le lieu de travail est uniquement une résolution spatiale assez mauvaise, c'est uniquement la commune. Par contre, les enquêtes ménage-déplacement sont beaucoup plus précises. C'est d'ailleurs à partir de ces données-là que j'ai travaillé sur l'outil. Par contre, elles ne sont pas, la plupart ne sont pas en open data, certaines le sont, et moi j'y ai accès en tant que chercheur. Mais je vous en parle un peu plus. Autre exemple d'une visualisation d'un collègue de l'IFSTAR qui s'appelle Étienne Combe, qui lui a pris des données de transport, enfin de billettique, des données Vélib, pour regarder un peu. Donc là, c'est toutes les stations Vélib à midi. Donc ça explore les 2 500 000 déplacements enregistrés par le réseau Vélib en avril 2011. Et donc le survol d'une station avec la souris, je l'ai fait en capture d'écran, permet de visualiser les stations d'origine ou de destination. Les flux sont présentés par entrée. Je vous invite à aller regarder cette application si ça vous intéresse. Mais donc là, encore une fois, les déplacements sont utilisés, traités, mais indépendamment de tout ce que ça occasionne comme changement, ou ça peut occasionner comme changement du profil social des populations. Et donc finalement, ça c'est le second point, c'est que les déplacements quotidiens, quand ils sont analysés, utilisés dans des géovisualisations, sont rarement étudiés sous l'angle des changements de composition de la population présente que ces déplacements occasionnent. Donc en fait, en mixant ces deux constats, j'ai voulu proposer un outil interactif de géovisualisation qui permet d'étudier l'évolution heure par heure de la population présente et de la mixité sociale des villes pour justement sortir de cette approche très statique qu'on a finalement en étant centré sur Minimi, enfin sur là où les gens dorment. Donc ça s'appelle le Mobiliscope, c'est librement accessible en ligne ici. Alors, les données sont effectivement les données qui sont utilisées, ce sont les données enquête ménage déplacement, que l'on a donc utilisées pour 22 villes, ce qui fait qu'il y a 224 000 personnes en tout qui ont répondu à ces enquêtes ménage déplacement et qu'il y a eu 1 million de déplacements quotidiens qui sont renseignés au final. Donc les données d'enquête ménage déplacement, elles sont plus ou moins récentes. Celles qui sont intégrées dans le Mobiliscope, la plus ancienne est de 2009, la plus récente de 2018. Ça ne concerne qu'un déplacement un jour de semaine, du lundi au vendredi. On a agrégé en un jour fictif de semaine, enfin un jour fictif. On a sélectionné uniquement les 16 ans et plus. Et donc finalement, ce sont des enquêtes qui sont menées à l'initiative des collectivités locales, des différentes villes ou communautés d'agglomération, avec le soutien du CEREMA, qui est un institut national, et qui finalement fait en sorte que toutes ces enquêtes soient standardisées de la même façon. Et nous, ça nous intéresse énormément, parce que ça veut dire que toutes les enquêtes qui sont menées dans ces villes ont les mêmes tables de données. Donc il y a une table personne, une table ménage, une table déplacement. Et donc, chaque personne qui est enquêtée, qui a été tirée au sort pour être enquêtée, renseigne des informations sur elle-même, sur les membres de son ménage,
et sur tous les déplacements qu'elle a fait la veille de l'enquête. Par exemple, je suis partie de chez moi à 8h30 en vélo, je suis arrivée à 9h à mon travail, j'y suis restée jusqu'à midi moins 5, là je suis partie à pied à la pharmacie, jusqu'à midi 12, etc. Donc on a l'heure de départ, l'heure d'arrivée, le lieu de destination, le lieu d'origine et le lieu d'arrivée, le motif. Et donc on utilise toutes ces tables de déplacement qu'on joint avec des informations sociales sur l'individu pour transformer ces données de déplacement en une donnée de présence heure par heure. Combien de personnes se trouvent dans les différents secteurs à telle heure et quel est le profil social de ces personnes. Donc les périmètres de ces enquêtes de déplacement peuvent être très variables d'une ville à l'autre, parce que finalement c'est les collectivités territoriales qui décident du périmètre qui les intéresse. Donc par exemple pour Nantes, c'est l'ensemble du département, de Loire-Atlantique, pour Caen également, pour Toulouse c'est plutôt l'agglomération, et puis pour d'autres villes, c'est des bassins de vie. En fait, pour avoir fait regarder attentivement donc, les zones de ville qui sont ici, il y a peu de règles sur le périmètre géographique utilisé. La règle, par contre, c'est qu'il y a des découpages au sein de ce périmètre qui sont découpé en secteurs, et au sein de chaque secteur, il y a le même nombre de personnes qui sont enquêtées dans toutes les villes. Donc, par exemple, à Toulouse, il y a une centaine de secteurs avec à peu près 150 personnes interrogées par secteur. Donc nous, la visualisation que l'on propose sur la population présente heure par heure, elle va être agrégée par secteur, donc d'un point de vue spatial, et temporellement, elle va être agrégée par heure. On a l'information minute par minute, on a l'information spatiale beaucoup plus fine que le secteur, on sait précisément le lieu d'origine et le lieu de destination, mais pour des histoires de puissance statistique, on ne peut évidemment pas aller une résolution spatiale et temporelle trop fine. Et donc, comme ce sont des données d'enquête, tous les chiffres que l'on propose, ce sont des estimations avec une marge d'erreur statistique. Voilà la présentation rapide de l'outil. Et donc, il a été paramétré, pensé pour s'adresser à différents types d'utilisateurs. D'abord la communauté scientifique, pour justement proposer une nouvelle façon de lire les inégalités sociales. Les acteurs institutionnels et de la ville, que ce soit au niveau nationaux ou locaux, qui peuvent justement vouloir caractériser au mieux les besoins de leur territoire, pour savoir combien de personnes fréquentent leur territoire et quel est le profil de ces personnes, plutôt des vieux qui sont à midi, mais des jeunes à 20h, etc. On a aussi toute une action pédagogique auprès des écoles. J'interviens en CM2 où il y a un programme assez ouvert sur qu'est-ce qu'est la ville, donc on fait des quiz interactifs avec les enfants. Et donc voilà, cet outil se veut aussi grand public, c'est pour ça qu'on pourra en rediscuter aussi sur son interface, où on a choisi le plus simple possible, même si certains trouvent ça trop compliqué, on fait pas tous les indices, et pour d'autres experts, ils trouvent ça se frustrer parce qu'ils ont passé la main. Donc en fait, on a voulu que grâce à cet outil, des personnes qui n'ont pas accès aux données enquête ménage déplacement puissent, grâce à cet outil, finalement, y avoir accès, puisqu'ils ont été agrégés. Des personnes qui ont peut-être accès à ces enquêtes ménage déplacement dans les collectivités locales, mais qui n'ont pas du tout les compétences de traitement de ces données, ils peuvent justement avoir accès à un outil qui où déjà tous les calculs ont déjà été faits. Et puis il y a aussi des compétences de l'interprétation qui est plus le volet recherche. Et alors un outil pour faire quoi? Donc c'est quand même le cœur du sujet, c'est pour donner à voir donc, ces rythmes quotidiens des villes et des quartiers, pour pouvoir répondre à des questions de type où, quand, qui, quoi, comment, combien. Alors, pour vous montrer quel type de questions on peut répondre avec le Mobiliscope, je vous propose de faire un quiz. Alors, pour ceux qui ont un smartphone doté de je vous invite à taper ça, aller sur le site Kahoot qui propose des sondages, et comme ça on va le faire ensemble, et en même temps après on switchera entre et le quiz et l'outil. Ça vous va? Ouais. Moi j'ai la piste. Alors. Moi je me connecte aussi.
ma souris. C'est bon? Ou il y a d'autres personnes qui... C'est bon? Ok, alors on est parti. Superbe résolution. Alors donc, ça c'est la première question. Une question quand? À quelle heure le quartier du Capitole est-il le plus peuplé? Alors vous avez 4 possibilités. À 10h du matin, rouge, 14h, orange, à 21h ou à 17h. Donc j'ai laissé 30 secondes. Alors voilà. Donc la bonne réponse était le 2. Et était orange, et vous n'êtes pas beaucoup à avoir répondu correctement. Alors, donc ce que je vous propose, c'est on va aller voir ce Mobiliscope et on va avoir la réponse à cette question. Donc quand on arrive sur Mobiliscope, donc c'est l'adresse du site, mobiliscope.parisgeo.cnrs.fr. Donc nous on va s'intéresser à Toulouse. Donc là on a la carte d'accueil, Toulouse, je clique dessus. Et on a donc cette interface pour la région de Toulouse, où on voit cette ligne de temps en haut. Donc là, quand on arrive, elle est paramétrée par défaut à 14 heures. Et paramétrée par défaut, ça concerne le groupe d'âge, avec le nombre estimé de personnes âgées de 25 à 34 ans par secteur. Nous, pour l'instant, la première question n'était plus indépendamment du profil des personnes, c'était globalement avoir le nombre de personnes. Donc on va regarder à 14 heures. Donc moi j'avais proposé, je sais plus mes choix, j'avais dit à 10 heures. Voilà. Bon alors, on peut regarder sur les serres proportionnelles, enfin ça va quand même pas être très facile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer quand on passe la souris sur, on voit les différentes zones. Donc on va aller cliquer sur Capitole, et là on voit la population présente heure par heure dans le secteur du Capitole, et le chiffre le plus élevé que vous voyez super mal sur l'écran à 41 464, c'est à 14 heures, alors que par exemple c'était quoi à 17 heures, on est plus faible, on est à 31 000. Donc voilà, première. C'est le nombre de gens qui sont présents. Donc c'est le nombre estimé de personnes présentes par secteur. Donc là on a une cartographie centrale où on l'a donc en nombre, là c'est à 5 heures de l'après-midi, et quand on clique sur un secteur, par exemple si on avait été... Ah pardon, non, je me... Sur le secteur. C'est le secteur. C'est tout le secteur. Ah d'accord. En fait, bon, je me décharge sur Kahoot, mais je voulais écrire le quartier du Capitole, et en fait à chaque fois il me disait, pour une meilleure expérience utilisateur, réduisez la longueur de question. Alors, mais sinon je vais vous faire. Non mais ok. Alors, c'est normal. 31 000 personnes à la base du Capitole, ça fait ça. Tout ça parce que vous êtes 11 à avoir mal répondu. Alors, je vous propose une deuxième question. On se concentre. Next. Ah pardon, Joachim et Cédric, bravo. Voilà. Deuxième question. Qui? Donc à Rangueil, quel est le groupe qui est 2 fois plus nombreux à midi qu'à minuit? Les inactifs sans emploi, les actifs, les retraités ou les étudiants? Donc je cherche un groupe qui a suivant son occupation proportionnelle, dont la population double entre minuit et midi. Bon là vous allez être meilleur. Ah vous êtes voilà. Donc effectivement, à Rangueil qui accueille beaucoup de structures étudiantes, ce sont les étudiants qui doublent leur population. On va aller vérifier ça. Donc Mobiliscope, là on réfléchissait sur l'occupation professionnelle. Donc on va aller regarder le profil social, l'occupation principale. Donc là on sélectionne. Donc par exemple on va regarder les étudiants. Donc on va regarder le nombre d'étudiants. Et Rangueil est ici. Et donc on voit, donc là les couleurs vertes ça correspond à ce qui est écrit sur la légende ici, c'est donc les étudiants. Et en orange, en jaune les inactifs, les retraités, les sans emploi et les actifs.
Quand on clique sur le secteur de Rangueil, sur le graphique en bas à droite, on peut l'avoir soit en nombre simple, les étudiants, soit aussi empilé avec les autres catégories de la population. Et donc c'est là où on voit clairement que ce vert qui correspond aux étudiants est bien plus important à midi qu'à minuit, alors que par exemple les actifs restent assez stables. Sans doute parce que d'ailleurs ils sont remplacés par certains actifs, sans doute habitent et travaillent à Rangueil, certains actifs habitent à Rangueil mais travaillent ailleurs, et certains actifs n'habitent pas à Rangueil mais viennent y travailler. On pourra voir aussi comment explorer cette information-là. Ok, on continue. Il y en a 7 questions. Ok, Joachim cartonne. On y va. Alors, parmi ces 4 secteurs, quel est celui où la proportion de femmes est la plus élevée à 15 heures? Muret, donc secteur de Purpan à Toulouse, secteur de Montaudran à Toulouse et Balma. Donc, on est à 15 heures. On est à 15 heures au milieu de l'après-midi. À votre avis, lequel de ces 4 secteurs a en proportion, en nombre, le plus de femmes? C'est difficile. Alors, faut penser, normalement Purpan ça rappelle quelque chose. Voilà, ça, effectivement. C'est Purpan qui accueille l'hôpital, donc pour ceux qui vous en connaissent pas, qui accueille l'hôpital des enfants et même d'autres structures hospitalières, sachant que tout ce qui est tourné vers le soin est souvent porté par les femmes. C'est les femmes qui accompagnent les enfants se faire soigner, etc. Donc, on va aller regarder ce qui se passe. Donc, maintenant sur une vision un peu genrée de l'espace, et on va regarder. Donc, ça c'est quelque chose moi qui m'intéresse beaucoup dans mes recherches. C'est par exemple, on se rend compte, on va regarder la proportion de femmes à 4 heures du matin dans les différents secteurs. Donc, à part le secteur de Saint-Cyprien, où il y a un peu plus de femmes, et le secteur du Capitole, où il y a un peu plus d'hommes, donc là c'est en taux. Donc vert foncé, c'est 65% et plus, et gris foncé, donc de femmes, gris foncé, c'est moins de 45%, donc beaucoup plus d'hommes à Rangueil. Et ce qui est intéressant, par exemple, c'est si on regarde un secteur comme Purpan, donc en proportion de femmes, donc ici ce sont les verts, la nuit, à 3 heures du matin, donc ici, excusez-moi, je l'ai mal dit, mais je pense que c'est 4 heures du matin, et 10 heures, pas midi, puisque là on a le gris qui dit à quelle heure on est, et 3 heures du matin le lendemain. Donc la nuit, là, on a 50% de la population qui est présente à Purpan, il y a 50% de femmes. Et cette population, cette proportion de femmes présentes, elle augmente très fortement, puisque par exemple, donc justement, à midi, elles sont 60%. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que tous les secteurs périphériques autour de Purpan, qui rassemblent beaucoup d'industries, d'entreprises aéronautiques, informatiques, de cadres supérieurs plutôt masculins, et ben alors eux, la nuit, il y avait à peu près la même proportion de femmes que d'hommes que dans le reste de la ville, mais alors la journée, donc là en bleu assuré ce sont donc les hommes, et en vert à l'envers ce sont les femmes, et ben on avait la nuit à 42%, 43% d'hommes, et la journée on est à 60%, 58%. Donc on a aussi on peut avoir une vision avec ce type d'outils, voir dans quelle mesure il y a des quartiers de femmes qui se créent la journée. Par exemple, le Capitole est clairement très féminin la journée, et des quartiers clairement masculins la journée, type Blagnac. Continue. Ok. Combien? Alors, à Blagnac, on vient d'en parler, à midi, est-ce que les cadres sont 10 fois plus nombreux que les ouvriers, aussi nombreux que les ouvriers, 4 fois plus nombreux que les ouvriers, 7 fois plus nombreux que les ouvriers? Je crois qu'il y a plein de pièges.
Alors c'est 10 fois plus nombreux que les ouvriers, c'est quand même assez hallucinant. Et donc, une personne a bien répondu. Est-ce que ça va être Joachim? Je n'en sais rien. Je ne sais pas qui c'est en plus. C'est le sponsor. Hein. Ah d'accord. Alors, donc on peut rester sur Blagnac. Par contre là, par exemple, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le profil social. Donc on va aller vérifier. Catégorie supérieure. Donc là, vous voyez, on pouvait regarder sur le niveau de éducation. Suivant. Donc là, on regarde soit le niveau d'éducation de la personne elle-même, soit le niveau d'éducation de l'ensemble de son ménage. Idem pour la catégorie socio-professionnelle, notamment pour regarder si peut-être on a une faible niveau d'éducation, mais notre conjoint a beaucoup plus haut niveau d'éducation ou est cadre alors que nous on est ouvrier. Ça peut changer un peu notre mode de vie. Donc c'est pour ça qu'on a à chaque fois pour les profils sociaux quelque chose au niveau du ménage et au niveau de l'individu. Donc là on était sur les cadres, donc on peut regarder déjà aussi. Donc là, soit on clique en proportion, on a les proportions, soit on clique sur le petit NB, on a des nombres. Donc d'abord, on voit que la population de Blagnac augmente énormément au cours de la journée. On passe à peu près de 15 000 personnes à 30 000 personnes. Et que ce qui fait gagner énormément de population, c'est cette population rouge, c'est-à-dire les cadres, alors que les ouvriers sont en bleu assuré. Donc je sais plus, c'était 15 heures, je crois, à quelle heure j'étais? Midi, ok, on est à midi. Donc, à midi, les cadres, donc on peut regarder, normalement on voit bien, mais là vous ne voyez absolument rien. Il y a 2600 cadres à midi, contre 13 000 cadres à midi. Alors que, par exemple, le ratio était beaucoup moins différencié. On peut regarder en proportion, évidemment, au cours des heures de la journée. On peut regarder en proportion. On verra, voilà. Autre question, on enchaîne. Il n'y en a plus que 2, je crois. Je sais pas ce que c'est. Stoïque. 3 d'affilée. Ah, donc Fabien était lent à démarrer, et maintenant il s'est échauffé. Quoi à 18h, que fait la majorité des personnes présentes dans le quartier du Capitole alors qu'elles n'y résident pas? Alors à 18h, ce sont des gens qui sont là, genre comme vous, qui n'y habitent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent, ok, peut-être là, nous en ce moment on travaille, ils sont en mode loisir, ils sont en études, ou alors il n'y a personne dans le quartier du Capitole à 18h. Ils sont là. Ok, eh ben vous avez raison. Donc là, on peut aller voir un autre mode qui est de regarder que font les personnes présentes. Donc c'est, puisque dans les enquêtes ménage-déplacement, on a une information sur le motif des personnes, sur les motifs de déplacement des personnes. Donc du coup, on sait, quand on transforme la table de déplacement en table de présence, on sait pour quelles raisons ils sont présents, en tout cas la raison principale, qu'on a regroupée en 5 catégories, soit ils sont en mode loisir, achat, études, travail ou à la maison. Et donc, quand on va sur notre secteur du Capitole, à 18h, alors la majorité, non, vous n'avez pas sélectionné, donc par exemple on sélectionne là. Voilà, donc là on a la courbe toujours d'augmentation, on a vu la même courbe que je vous ai montée à la première question, hein. On voyait que ça augmentait énormément en journée, et maintenant on peut décomposer quel est le motif de présence au Capitole au cours des heures de la journée. Donc en vert, ça correspond donc à la modalité travail, il y en a évidemment pas mal pendant la journée, en bleu ce sont les étudiants, et là la modalité de loisir, il y avait une part importante à la pause du midi, et une part importante aussi en soirée. Donc, par rapport au choix proposé, c'est le loisir qui est le plus important. Mais finalement... Le loisir, c'est quoi? Alors, le loisir, ça, effectivement, on a regroupé. Donc, donc pour avoir des informations sur les différents... pourquoi il est parti? On a tous les points d'interrogation un peu mis partout sur le site.
Parce que je pensais que ça contenait achat, parce que sinon, il y aurait eu loisir à achat, mais on aurait mis achat. Ouais, alors en fait, ça c'est un peu, d'ailleurs c'est en ça où le motif principal est un peu compliqué, parce qu'il y a certains achats, les achats c'est plus de l'achat utilitaire en fait. Domestique, on va faire ses courses. Mais tout ce qui est shopping, ou aller faire du sport, ou voir des amis, aller au café-restaurant, ou se promener, c'est en mode loisir. Donc il est passé derrière. Ok, il est passé derrière. Voilà, dernier mode de transport. Non, il est juste un peu lent. Okay. Ces informations donc, sur l'activité réalisée sont issues des motifs de déplacement, initialement en 9 groupes. Et donc 5 groupes d'activités ont été considérés. Et les loisirs, c'est activités récréatives, culturelles ou sportives et visites à des proches. Et ok. Bon, il y avait quand même d'autres choses à vous montrer, donc je vais essayer de allez, finir vite. Hop. C'est bon. Alors, maintenant on est sur le mode comment, c'est sur les modes de transport. Quel est le dernier mode de transport utilisé par la majorité de la population présente à Saint-Cyprien à midi? Donc, les populations présentes à Saint-Cyprien qui sont là, donc qui sont à Saint-Cyprien à midi, quel mode de transport ils ont utilisé pour être là où ils sont, principalement? Plutôt du transport actif, c'est-à-dire pied-vélo, transport en commun, véhicules motorisés privés, c'est équitablement réparti entre ces 3 modes. Je vous ai tous eu là. Donc voilà, effectivement, Saint-Cyprien est un secteur où c'est très bien réparti. On va aller le regarder et on va le comparer à d'autres secteurs. Donc là, on est sur le mode, sur l'indicateur dernier mode de transport utilisé. Donc on clique ici. C'est pas grave, hein, ça montre que le mobiliscope est utile. Donc, dernier mode de transport utilisé à Saint-Cyprien. Donc, on était à midi. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont en train d'être dans ce mode de transport. Hein. C'est le mode de transport qu'ils ont utilisé. Ça a pu être il y a une demi-heure, à 11h30, ou à 8h du matin. Mais la population qui est présente là a pris ce mode de transport pour être là où elle est. Et donc, voilà, on voit que c'est très bien réparti. Donc, cette population de Saint-Cyprien qui ne bouge pas énormément au cours de la journée en termes de nombre, et qui finalement, en termes de mode, est assez répartie entre ces 3 modes. La mobilité douce, donc vélo-transport, vélo-pied, véhicule motorisé privé, transport public. Si par exemple, on va à Blagnac, là on est en nombre, les gens augmentent beaucoup et ils prennent leur voiture. Je sais pas, un truc où on fait plus du pied, au transport en commun, on peut aller regarder différents modes. Ok, alors je crois que c'est... Ah zut, je me trompe à chaque fois. La dernière question. C'est vrai ou faux? Est-ce que la commune de Puy-Gouzon est intégrée au mobiliscope? Vous ne pouvez pas le savoir, je l'ai utilisé. Donc, Puy-Gouzon, est-ce que vous savez où c'est? Oui. Alors, premier là, je peux vous aider, c'est à côté de Albi. Donc, on veut savoir si Puy-Gouzon, si vous pensez que Puy-Gouzon est intégré au mobiliscope, vous mettez vrai, bleu. Sinon, vous mettez faux. Si vous n'avez aucune idée, j'ai même pas proposé. Ah bah c'est bien, vous avez fait au pif, et donc effectivement c'est vrai. Alors comment on peut savoir que cette commune de Puy-Gouzon, dont je ne connaissais pas l'existence avant ce matin en préparant le quiz, est dans le mobiliscope? Il y a un outil dans le mobiliscope qui s'appelle Rechercher, qui est accessible soit dans le menu par ici, soit directement sur la home, où on peut chercher quelles villes et communes sont intégrées au mobiliscope. Alors je vais écrire Puy-Gouzon. Et je vais voir s'il sort. S'il sort, ça veut dire que le commune que j'ai tapé est intégré au mobiliscope. Et si je clique dessus, ça va aller me renvoyer sur la région où est Puy-Gouzon, qui est donc, pour ceux qui savaient, Albi et sa région. Voilà. Donc un ajout de la fonctionnalité, ce serait que Puy-Gouzon, qui est donc ici, soit directement sélectionné quand on a tapé Puy-Gouzon. On l'a pas encore fait. Donc voilà, Puy-Gouzon, je n'ai aucune idée sur ce qui se passe à Puy-Gouzon, mais ça perd de la population et il y a quand même pas mal de personnes âgées qui sont en marron. Oui. L'astérisque, vous avez un pourcentage oui. de membres, qu'est-ce que c'est astérisque?
Alors effectivement, en plus je voulais vous le montrer, mais j'ai oublié, pour quand la question, la proportion de personnes qui sont en Capitole sans y résider, c'est en fait, ça, on peut le voir aussi via cet astérix. Donc par exemple ici, quand on clique dessus, attendez, je vais revenir sur Toulouse, parce qu'Albi, c'est quand même pas la ville la plus peuplée du monde. Et je vous en parlerai ensuite. Donc alors, c'était pour le Capitole qu'on avait, enfin peu importe. Ici, quand je clique ici, alors c'est un peu plus, quand on cliquait sur nombre, on avait le nombre estimé de personnes par secteur, donc le nombre estimé de personnes présentes par secteur. La petite astérix, c'est le nombre estimé de personnes qui sont présentes alors qu'ils n'y habitent pas. Donc, à 4 heures du matin, c'est tout vide. Donc là, en plus, on a sélectionné les 25-34 ans. Donc, il n'y a personne qui est âgé de 25-34 ans qui se trouve quelque part sans y résider. Évidemment, il n'y a pas de personne. Donc, c'est notre enquête. Et 2, on a mis une limite à partir du moment où il y avait moins de 10 individus enquêtés par secteur âgé. On l'a pas représenté pour des questions de confidentialité. Mais il y en a quand même très peu. Par contre, les enquêteurs à minuit, la nuit au Capitole pour... Non, en fait, l'enquête, c'est on demande aux personnes qui sont enquêtées de nous raconter toute la chaîne de leur déplacement. Donc, si la personne enquêtée a dit, moi j'ai 25 et 34 ans, et oui, au Capitole, j'étais en train de... je sais pas faire quoi à 2 heures du matin, sans y résider, il viendrait. Et donc voilà, donc là on a le nombre de personnes non résidentes par secteur, et quand on passe la souris dessus, on a, au survol de la souris, on a les flux, c'est-à-dire quel est le lieu de résidence de ces personnes-là. C'est pas l'information sur quel est leur déplacement, leur lieu d'origine du déplacement précédent, mais c'est les flux et de résidence. Donc, quand on est en mode non résident, en mode résident, non résident, là, comme on l'appelle là, finalement, on perd un peu de puissance statistique, puisque finalement, on fait une agrégation en 2 catégories. À la fois, on va regarder par groupe d'âge, par exemple, si c'est là qu'on a sélectionné, et en même temps, on va être en mode non résident. Donc, ça veut dire que là, le fait qu'on est sur une enquête sur un échantillon réduit de population, on commence à être limité, et c'est pour ça que dans le mobiliscope, on n'a pas permis de faire des recoupements où sont les jeunes femmes riches, parce que là, on aurait réduit au fur et à mesure notre échantillon, et les jeunes femmes riches qui travaillent, on en aurait eu très peu. En plus, à une heure précise, dans un secteur précis, là, ça aurait été catastrophique. Donc, le mode non résident, il est possible. Donc, en fait, ça fait un croisement avec 2 catégories, mais il a ses limites, notamment dans les secteurs peu peuplés, parce qu'on a peu de monde, et surtout aussi qu'on a mis une limite, un seuil de quand il y a moins de 10 personnes enquêtées, on n'affiche pas. Et donc, ça fait, pour certaines, voilà, des trucs assez moches, pour l'instant. Je sais pas si, de toute façon, c'est-à-dire que à Cornebarieux, mon ville, il doit y avoir quand même un peu de monde, mais par contre, en mode non résident, comme en fait c'est une catégorie, c'est plutôt une commune qui perd la population, qui n'est pas une catégorie, une commune très attractive, ou un groupe de communes très attractif, les nombres de non-résidents sont très faibles, et donc finalement, les seuls non-résidents qu'il y a, c'est des 35-64 ans. Donc voilà, mais donc effectivement, pour certains de nos travaux, ça nous intéressait de regarder cette population présente, non résidente, aux différentes heures de la journée, et leur commune de provenance, par leur commune de résidence de provenance. Oui. J'ai une question sur le côté statistique. Ouais. Autant je comprends qu'effectivement, en regroupant, tu arrives à des nombres. Mais là, tu présentes des estimations. Oui. Donc, il n'y a rien qui empêche de montrer des estimations avec des regroupements compliqués, parce que là, de toute façon, c'est une estimation. Oui, mais un nombre qui est virtuel. Donc c'est là où je me pose la question de, autant quand tu as des données brutes, tu ne peux pas descendre à une cellule de moins de 10 personnes, mais quand tu montres les estimations, tu dois pouvoir t'en échapper, non? Oui, mais parce qu'en fait, on allait la retrouver, la personne. C'est-à-dire que quand je me les montrais tous, si j'étais en mode non-résident homme-femme, je voyais une personne. Mais c'est une estimation. Oui, bon, en tout cas, je voyais, c'est une estimation que c'était très réduit, donc ça devait concerner une personne. Et après, je descendais, j'allais voir les groupes d'âge. Je voyais qu'elle avait 25 et 34 ans.
qu'en plus, elle allait travailler, elle avait telle occupation professionnelle, ce qu'on avait peur, c'était que pour les nombres très réduits, en passant d'indicateur en indicateur en non-résident, finalement, j'allais savoir qu'il y avait une personne enquêtée, qui était une femme, de tel âge, avec telle occupation, qui habitait à cet endroit-là, qui était à cet endroit-là sans y résider à telle heure. Et là, on commence à... Sauf si elle a été estimée parce qu'il y avait des gens ailleurs et que par non, c'est estimation spatiale. Petit. Enfin bon. Ça dépend si on estime indépendamment chaque carreau ou si on estime en prenant des corrélations spatiales. Ah non, on n'estime pas du tout en autocorrélation spatiale. D'accord, ok. Donc elle est vraiment là, ok. Donc on estime carreau par carreau. Ah oui. Carreau commune par commune. Après, je reviendrai sur les... En fait, c'est une donnée d'enquête où il y a un coefficient de pondération qui a été calculé suivant le recensement de la population et l'estimation. Donc si on veut savoir ce que c'est estimation, c'est donc les proportions au nombre de personnes par secteur et par heure sont des estimations. Elles sont donc soumises à une marge d'erreur statistique. Bon bref, donc pour les autres villes, donc Paris c'est un peu particulier parce que le coefficient de pondération est particulier, et pour les autres villes, les pondérations ont été calculées afin de garantir pour chaque secteur une distribution des ménages, enfin taille des ménages et des individus de l'âge similaire à celle observée dans les recensements de la population. D'accord. Donc en fait c'est des données brutes, juste repondérées par la méthode des marges. C'est ça, exactement. Donc effectivement, même si, par exemple, donc je vous en parle depuis le début du nombre de personnes qui ont été enquêtées, on peut aller regarder pour Toulouse. Donc là, on va regarder sur données. Donc par exemple, à Toulouse, donc là, ça c'est dans les fichiers plus d'informations, de détails sur la méthodologie. Donc là, on les passe toutes les villes en revue, les 22 villes. Donc l'année de l'enquête, elle date de 2013. Il y a 11 136 personnes qui ont participé à l'enquête ménage-déplacement. Ils ont renseigné 49 000 déplacements en tout. Il y a 66 secteurs dans l'agglomération toulousaine. Bon, il y a la taille des secteurs. Et là, il y a le nombre d'enquêtés par secteur, médiane, minimum, maximum, à 3 heures du matin. En moyenne, en médiane, il y a 155 personnes enquêtées par secteur. Et ces chiffres-là, ils ont été évidemment... chaque individu a un poids de pondération suivant ce qu'il représente par rapport à l'ensemble de la population. Et ce qu'on observe, et ce qui est aussi intéressant, c'est que le nombre d'enquêtes, donc on l'a regardé à 3 heures du matin, qui est donc le truc habituel qu'on fait avec les recensements, et on l'a regardé aussi à 3 heures de l'après-midi, et on voyait que finalement le nombre de personnes qui ont répondu à l'enquête à sa valeur médiane, c'est 124 personnes par secteur, qui se trouvent présentes par secteur, mais là l'intervalle il est beaucoup plus important. Pour la valeur minimale, le secteur qui a le moins de personnes à 3 heures de l'après-midi, il en a 64 personnes enquêtées, et au maximum, il y en a 512. Donc, voilà. Et donc là, on a toutes les infos sur les 22 villes avec les dates des enquêtes, etc. Mais donc, du coup, ce petit quiz, c'était pour vous commencer à vous montrer comment marchait le mobiliscope. Et donc là, hop. Donc je vais faire un petit retour sur les données. Donc, ce sont comme... Ah merde, j'ai pas regardé. Ah oui, c'est quand même le but. C'est pour ça que vous êtes là. Il aura plus de pizza. Alors, pardon. Next. C'est bon? Vous êtes prêts? Joachim. Ce Roland d'énergie sur la table. Donc 5 sur 7 pour Joachim, mais alors, et Fabien aussi 5 sur 7, je comprends pas pourquoi il a moins de points. Enfin voilà. Donc c'est la première fois que je le faisais en mode quiz, j'ai fait en mode poursuite, mais je l'avais jamais fait en mode comme ça. Donc. Une question. Oui. Précédemment, dans les données de présence, alors comment tu prends en compte les personnes en transit? C'est les activités de présence. Alors, en fait, ce qu'on a fait, c'est, on a fait deux choses. Quand la personne est en déplacement, on a regardé son mode de déplacement. Parce que d'abord, on connaît le lieu de localisation de départ et le lieu de localisation d'arrivée. On ne connaît pas le trajet qu'il a fait pour aller du point d'origine au point de destination. On a regardé son mode de transport. S'il est en mode de transport qu'on appelle adhérent, c'est-à-dire pied-vélo, on a considéré que cette personne-là, elle était présente la moitié dans son secteur de départ et la moitié dans son secteur d'arrivée. Parce que finalement, ça c'était aussi en lien avec ce qu'on cherche à montrer ce mobiliscope,
de la population présente qui est dans l'espace public pour lequel il peut y avoir des interactions sociales. Par contre, pour tout ce qui est un mode non adhérent, on n'adhère pas à l'espace, on n'adhère pas à l'espace public, donc ça peut être véhicule particulier ou transport en commun, on les sort de l'analyse, donc ils sont présents nulle part. En fait, ils sont présents dans une case en déplacement. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on regarde, par exemple, les effectifs, je ne vais pas aller tout de suite là-dessus, mais on voit bien en fait qu'à certaines heures de la journée, est-ce qu'on voit vraiment avec une activité? Non, c'est un peu autre chose en fait, c'est le mode de transport. Mais en tout cas, donc voilà, ces personnes qui sont en déplacement non adhérents, ils sont sortis de la modélisation. Ou alors, s'ils ont fait leur déplacement, parce qu'en fait, comme on a fait une agrégation heure par heure, s'ils ont fait leur déplacement au sein de l'heure, bah en fait, ils sont toujours présents à 8 heures à un endroit et à 9 heures. Donc, quand le déplacement est non adhérent et dure plus d'une heure, ils disparaissent. Comment ça se passe, ces sondages, en fait, c'est... Alors, je vais y revenir. Voilà, c'est vraiment... vraiment mon... Alors, pourquoi le truc, là? Mettre ça. Ce chose que tu peux minimiser, ouais. Parfait. Donc, ce sont des enquêtes, je vous l'ai dit rapidement, standardisées. Donc, il y a des fichiers individuels disponibles, donc via l'ADISP, qui s'appelle l'archive des données issues de la statistique publique, donc qui sont pour lesquels on peut avoir accès quand on fait de la recherche, ou parfois qui sont en open data, c'est le fichier enquête ménage déplacement, Montpellier et Nantes. Donc nous, par exemple, sur le GitHub, on a mis tous nos scripts, j'y reviendrai, on a pris l'exemple de Montpellier, vu que toutes les données de Montpellier sont en open access, donc on peut, tous les scripts qu'on a fait, on peut, si on les lance sur Montpellier, on arrive à un mobiliscope. Donc comment ça marche ces enquêtes? Donc en fait, ce sont des enquêtes souvent dans le cœur de la ville, elles sont en face à face menées par un enquêteur, ou alors elles sont par téléphone. Donc qui est interrogé? Toutes les personnes de 5 ans et plus d'un même ménage sont interrogées le même jour. Par téléphone, il y a juste quelques personnes du ménage qui sont interrogées. Qu'est-ce qu'on a comme caractéristiques? Donc on a des caractéristiques du ménage et du logement, l'adresse, le nombre de personnes, la structure de la famille, le type de logement, l'équipement du logement, la motorisation. Le déplacement, donc c'est cette information qui nous intéressait beaucoup. Le recensement de tous les déplacements réalisés la veille du jour de l'enquête. Nombre, origine, destination, motif, mode utilisé. Donc en fait, voilà, là c'est bien repéré ici, on a un lieu d'origine, un mode de transport principal, mais on ne sait pas le chemin parcouru, on sait qu'il a pris sa voiture ou son vélo, donc une durée de départ avant d'arriver, et un motif. La personne, on a aussi de nombreuses informations socio-économiques sur cette sur elle, donc son âge, son niveau d'éducation, sa profession. Et on a aussi des informations sur les opinions seulement auprès d'une personne du ménage et on les a pas pris en compte. Et voilà, donc en fait, c'était ça un peu le schéma de analyse du mobiliscope. Donc nous, la question centrale, c'était d'arriver à caractériser la population présente à une heure donnée, donc quand, à un lieu donné où, selon un profil social ou démographique qui. Donc on a utilisé ces enquêtes standardisées, donc pour chacune des villes, c'est exactement les mêmes types de questions qui sont posées. Et donc avec ces informations disponibles, je viens de le dire. On a transformé ces tables de déplacement en tables de présence, donc tout ça à partir de scripts sous R, ce qui nous a permis d'estimer la population présente, donc, et en nombre et en proportion, par secteur. Donc le secteur qui est un regroupement d'arrondissements ou de communes, donc les secteurs sont très petits en zone centrale, de plus en plus larges dès qu'on s'éloigne du centre, et par heure, donc un jour fictif de semaine. Donc effectivement, on considère que c'est pareil, les déplacements du mercredi après-midi et du lundi après-midi ou du vendredi après-midi. On sait bien que pourtant il y a des différences, mais nous on a tout poulé, puisqu'en fait les personnes qui sont enquêtées, elles sont enquêtées du mardi au vendredi. Voilà. On a l'information, mais nous on l'a regroupée, sinon on aurait perdu encore de la puissance. Et donc on connaît rien de ce qui se passe le samedi et le dimanche, où il y a évidemment une pratique et une coprésence sociale et spatiale qui peut extrêmement varier. Donc ça c'était pour arriver à cette table de présence par secteur et par heure. Et ensuite, on a développé donc cet outil de géovisualisation en faisant des choix de quel indicateur on mettait et quel mode de représentation, graphique et cartographique. Donc ça, finalement, je vous
Justement. Ouais. Sur les enquêtés, c'est des gens qui sont. C'est au hasard ou c'est quand même un Tiré au sort. de gens qui. D'accord. Ils sont tirés au sort, mais on sait bien que même toute enquête tirée au sort ne peut pas viser une représentativité parfaite. Le profil de la personne qui va répondre le plus facilement, ça va être la femme plus âgée. Mais donc elle aura. Pour arriver à choper toutes ces informations-là, il faut être bon. Ouais, mais c'est pour ça qu'ils en ont enquêté que un ou deux. Et qu'effectivement, il y a ce qu'on sait sur les enquêtes ménage-déplacement, même une enquête sur les déplacements par rapport à des données par capteur, c'est qu'il y a une sous-déclaration des petits déplacements. Oui, bon, ok, j'étais à la pharmacie, mais je fais un aller-retour, je vais pas le dire. Donc effectivement, on prend des déplacements. Donc ça, peut être une limite, évidemment, de ces modes déclaratifs de déplacement. Je vais dire un autre truc. Ah oui, et que donc, effectivement, c'est tiré au sort, et suivant des personnes, leur poids de pondération va être plus important, et typiquement, souvent, les hommes jeunes, on les repondère assez fortement, parce que finalement, ils refusent plus, ou ils ont plus de mal à la fois, ils ont plus de mal à les joindre, c'est ça qu'on observe dans les enquêtes, et ils refusent plus de participer. Donc oui, le échantillon est a priori représentatif, et tiré au sort est représentatif de la population générale. Donc il y a eu un redressement par pondération, je vous en ai déjà parlé, et puis voilà, je vous ai fait une copie d'écran de ce que finalement je vous ai déjà montré, donc sur Toulouse, avec ces 11 136 personnes qui ont été enquêtées en 2013, et pour lesquelles on a fait une agrégation dans 66 secteurs. Je vais revenir, et je pense que ça c'est quelque chose qui peut aussi vous intéresser, sur quand on s'intéresse justement à représenter une information cartographique ou graphique sur du spatial, du temporel et du social, donc sur le où, le quand et le qui. Finalement, on a différents types de données à notre disposition. Par exemple, le recensement de population, on en a parlé avec le ACAVIS. Qu'est-ce qu'on a? On a une information sur le lieu de travail de résidence de la personne et sa commune de travail. On n'a absolument rien sur le temporel. Peut-être qu'il travaille la nuit, peut-être qu'il fait les 3-8, peut-être qu'il travaille la journée, peut-être qu'il travaille en temps partiel, on doit le savoir, mais en tout cas, on ne sait pas du tout ces horaires de déplacement. En termes d'informations démographiques et sociales, alors le recensement, il n'y a pas mieux. Les PCS, les catégories socio-professionnelles ont énormément de postes, on a beaucoup d'informations, etc., et sur le ménage et sur la personne elle-même. Et l'échantillon de population, il est exhaustif ou quasi exhaustif. Et la fréquence de recueil, c'est annuel, enfin maintenant c'est sur roulement tous les 5 ans, mais en tout cas, voilà. Donc le recensement, ça pourrait être, c'est bien pour certaines choses, mais en tout cas quand on veut du temporel, c'est pas du tout satisfaisant. La téléphonie mobile, c'est effectivement intéressant, parce qu'on a un échantillon de population très grand, la fréquence de recueil, elle est en continu, on a toutes les localisations spatiales, si le téléphone est branché, et on a l'heure et les minutes à chaque fois que le téléphone borne pour récupérer du signal. Par contre, on n'a rien sur le social. Donc, avec les données de téléphonie mobile, on peut voir des espèces de pulsations urbaines où se trouve quel secteur accueille beaucoup de population à un endroit. Par contre, cette population, on peut pas du tout la caractériser socialement ou démographiquement. Les réseaux sociaux, type Twitter ou Facebook, c'est aussi des données qui peuvent être utilisées pour ce type d'approche, pour regarder la mixité sociale. Mais alors, certes, il y a un grand échantillon, quoiqu'une fois qu'on a fait le ménage, on en a plus de temps que ça. Et en plus, c'est non représentatif de la population générale, ceux qui tweetent, ceux qui mettent sur Facebook. Il faut que la localisation spatiale, on peut l'avoir des messages si elle est activée. Ça peut dépendre après du type de réseau. L'heure et le minute des messages, on a l'information temporelle et on en continue. Mais par contre, encore une fois, l'information démo et sociale, on n'a rien, à part ce que parfois certaines personnes veulent bien mettre à disposition. Billettique, on en a parlé tout à l'heure, avec les données genre Véli, Pass Navigo ou autres. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a la localisation de l'origine et de la destination, enfin, localisation spatiale de l'origine et de la destination du déplacement. On a l'heure de minute de départ et d'arrivée, on peut récupérer cette donnée-là. On a aussi un grand échantillon, mais par contre, c'est pas du tout représentatif de la population générale, c'est la population qui se déplace et qui aime Pass Navigo, par exemple, ou le Véli. Et on n'a rien sur le social, la plupart du temps. Alors des fois, on peut en avoir un petit peu dérivé, des fois on a l'âge et le sexe, etc. Et les enquêtes ménage-déplacement, alors c'est tout petit, ça c'est quand même son grand point faible, on en a parlé, en termes d'échantillon de population. C'est petit, mais on espère que c'est un peu représentatif. En termes de fréquence de recueil, c'est pas terrible, c'est tous les 10 ans.
Par contre, au niveau de l'information démographique et sociale, c'est pas aussi complet que le recensement, mais c'est quand même assez complet. Et on a tous les lieux d'activité de la veille en déclaratif. Ça peut être vie, on en a parlé. Et les heures et minutes en déclaratif. Donc finalement, avec mon équipe, quand on a voulu commencer à réfléchir sur comment caractériser la mixité sociale au quotidien aux différentes heures de la journée, ben, il nous fallait des informations sur le où, le quand, le qui. Et donc les enquêtes ménage-déplacement étaient le meilleur, la moins mauvaise des bases de données qu'on pouvait utiliser. Continue. Donc c'est un outil. Ouais. Et ce serait pas intéressant si on compile la téléphonie mobile, par exemple, on peut savoir qu'à Nagnac, à midi, il y en a plein qui arrivent. On ne sait pas qui c'est, mais il y en a plein qui arrivent. Et toi, avec ton outil, tu vois aussi qu'il y a plein de cadres qui arrivent. Donc, est-ce qu'on ne peut pas faire des corrélations, des choses en compilant vite toutes ces données? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire dans ce sens-là? Ça me paraît très... Je vois pas ce que... Parce que l'avantage de la téléphonie mobile, c'est que là, on le saurait. Parce que finalement, des fois, quand on monte le mobilscope, les gens ils me disent « Ah, mais c'est maintenant, c'est en temps réel. » Je dis non. Donc, effectivement, à votre donnée de téléphonie mobile, on pourrait avoir différencié du lundi ou du mardi ou du dimanche avec des événements exceptionnels, ce qui est un match de rugby ou pas. Enfin, mais finalement, avec mes données, moi, c'est un jour particulier. Enfin, ça me paraît assez casse-gueule pour un intérêt que je n'ai pas. Ça m'intéresse de travailler sur la téléphonie mobile pour regarder les variations entre les différentes heures de la journée, les différents jours de la semaine, ou automne, hiver, été. Mais dans ce cas-là, je me satisfais de ne pas avoir l'information sociale, parce que les croisés, ça me paraît... C'est peut-être là où il y a peut-être quelque chose à faire, c'est que toi avec ton modèle, tu as une déclaration à un moment donné sur la donnée. Donc sur certaines catégories de personnes, elle va avoir un poids très important, parce que, je sais pas, des femmes cadres avec 12 enfants, il doit y en avoir beaucoup, elles vont déclarer quelque chose, un jour particulier qui va avoir beaucoup de poids, et qui n'a aucune composante saisonnière, alors qu'on sait que les déplacements, il y a des choses saisonnières. Donc peut-être que la composante saisonnière, tu peux l'extrapoler globalement d'autres choses, en disant globalement, mais je sais pas comment on le répartit sur ces populations. Parce que les mobile, si on n'a rien, on ne peut pas y dire que ça vient d'une population de femmes avec plein d'enfants. Non, au moins tu peux savoir que ce que tu as obtenu varie aussi dans le temps, et que si tu rappelles ce modèle à un modèle de variation qui est propre à la localisation spatiale, en disant, imaginons que tout le monde dans la même zone se déplace à peu près pareil parce que les téléphones ceci, je sais rien. En tout cas, sur le samedi, ouais, peut-être, mais enfin, Mais ça dépend de la question. Si tu n'as pas cette question de saisonnalité, c'est plutôt quelque chose de global que tu veux regarder. La question de la saisonnalité, je peux la regarder avec les enquêtes ménage parce que j'ai l'information, mais dans ce cas-là, il faudrait que je mette à une agrégation spatiale plus large et temporelle plus large. T'as l'information, mais t'as pas les gens plusieurs fois. Non, tout à fait. Donc, oui. Et les données de téléphonie mobile, pour travailler dessus, par exemple, pour avoir les gens plusieurs fois, on n'y arrive pas parce que finalement, quand on les récupère, ils nous les donnent, mais au bout de 3 mois, ils coupent l'identifiant. Donc même si c'est une même personne, on a un recueil sur 1 an. Ah, on suit pas les personnes. On a un recueil sur 1 an, donc d'une même personne, mais pendant 3 mois, on a assuré que l'identifiant de cette personne-là sera le même. Et 3 mois après, au bout de 3 mois, il va changer d'identifiant, donc on n'arrivera pas à finir. Enfin, pour commencer à travailler avec Orange là-dessus, il y a énormément de choses qu'on pense être possibles et en fait qui le sont pas, pardon. Il y a beaucoup de choses à faire, mais par exemple, en téléphonie mobile, maintenant c'est assez courant de dire on ne connaît rien sur la personne, donc on va imputer ses caractéristiques du lieu de résidence, puisqu'on on voit finalement où il borne la nuit, donc on dit que c'est là où il habite. On regarde à l'iris ou dans les données de voyage et on voit que c'est un quartier de pauvres. On va dire c'est un pauvre. Ou alors on va 80% de pauvres, on va tirer au sort, on va dire il y a bonne pourcent de chance qu'il soit pauvre. Donc il y a beaucoup de travaux qui se font là-dessus. Mais moi c'est vrai qu'avec mon approche du quotidien, imputer la caractéristique décrire la caractéristique de la personne de par son lieu de résidence alors que je veux montrer justement qu'il y a des fluctuations, ça m'arrange pas. Et surtout, pour plein de caractéristiques, c'est pas possible. Typiquement, femmes et hommes. Je vous ai montré que ça pouvait être intéressant de regarder comment il y avait des parités au quotidien variables. Et bien la proportion de femmes ou d'hommes par carreau
via du recensement, elle est quasiment la même partout. C'est-à-dire qu'il y a 52% de femmes et 48% d'hommes. Donc avec mes données téléphoniques mobiles, je ne peux pas savoir si la personne qui appelle, c'est un homme ou c'est une femme. Donc même s'il y a beaucoup d'efforts de fait pour arriver à enrichir ces données, d'un point de vue social, en tout cas, on peine un peu jusqu'à maintenant. Je ne dis pas que c'est suivant la question que l'on se pose, mais en tout cas, dans du social, c'est compliqué. Sur le spatial et du temporel. On pourrait le voir à l'envers en disant, toi, tu peux caractériser des trajectoires et dire c'est tel type de population qui font ces trajectoires. Tu observes des trajectoires avec orange. Oui. Voilà. Je sais pas. Ouais. Non, mais voilà, ouais. Tu vas dans la machine learning. On va tout remettre dans le fichier, quoi. Combiné, ouais. Et pour Twitter, par exemple, c'est vrai que des fois ça m'agace pas mal parce que dans les publications scientifiques, alors on dit c'est génial, on a 1 million de tweets, on a 300 000 personnes. En fait, on nettoie. Dans ça, finalement, on arrive à 150 000 personnes. En fait, sur 50 villes aux États-Unis. Et moi, je parlais avec des collègues américains en disant, finalement, mes pauvres enquêtes ménage déplacement, moi j'ai 22 villes et plus de 200 000 personnes, donc bon, parce qu'ils faisaient la même analyse, c'est dans quelle mesure ceux qui tweetent vont tweeter chez les pauvres quand ils sont riches, enfin bon, c'était ce genre de... Mais donc, voilà, c'est pour dire que c'est des données de la statistique publique, notamment ces enquêtes ménage déplacement, qui, comme je vous l'ai montré au début, sont essentiellement utilisées actuellement pour caractériser où est-ce qu'il y a des embouteillages, qui prend le vélo, etc., peuvent être aussi utilisés avec une analyse plus des inégalités sociales. Mais après, voilà, on peut faire plein de choses, hein, mais voilà. Moi, les inégalités sociales étant mon dada, j'étais un peu limitée, parce que voilà, les recensements, on l'a tous fait, mais... Et on sait juste ce que les gens ont fait de ce déplacement. Ils ont été faire quoi? Oui, on a le motif. Donc c'est faire leur cours. Oui, course, achat, travail. D'accord. Ouais. Donc après, c'est le motif principal. Donc il peut dire, en fait, je vais faire les courses. Peut-être qu'en fait, il a aussi profité pour faire voir un copain, ou travailler en même temps voir un ami. Bon, voilà. Mais c'est le motif principal qui a engendré le déplacement. Donc on peut savoir si c'est plus les hommes ou les femmes qui font les courses. Ah, tout à fait. Tout à fait. On voit très bien, les enquêtes ménage déplacement, on voit bien que tout ce qui est activité contrainte liée à l'accompagnement des enfants, sont genrées, quoi. Et pourquoi on le ferait pas en même temps que le recensement de la population? On demandait à l'INSEE de faire ça, de faire l'enquête. Oui, c'est ça. Le boulot de collecte des données, t'as vu? Je pense qu'il serait pas très... Il serait peut-être pas très content. Non, dès qu'on va rajouter une question. Parce que ça, c'est qui les fait? C'est le CEREMA qui fait ces C'est le CEREMA qui supervise, donc qui assure que la méthodologie est la même, la méthodologie de tirage au sort, la méthodologie d'enquête est la même, et ce sont les villes qui payent. Donc c'est des sociétés d'enquête. Oui, tout à fait. Quel genre de politique publique serait intéressé par ce genre d'analyse? Sur celle-là? Alors, moi du coup, avec ceux avec lesquels je travaille, par exemple, il y a différents cas. Il y a des gens qui s'intéressent aux équipements, pour paramétrer au mieux leur équipement, leurs horaires d'ouverture des équipements par rapport à la population qu'ils ciblent. Typiquement, horaire des bibliothèques. On veut que les bibliothèques, ça donne accès à la lecture pour tous, notamment peut-être à des publics défavorisés. Si on ouvre les bibliothèques à une heure où le public défavorisé, alors que c'est dans un quartier défavorisé, mais où toute la population défavorisée n'est pas là, peut-être qu'il faut mieux mettre une bibliothèque dans un endroit où la population est là le jour et pas la nuit. Moi, je travaille beaucoup sur l'offre de soins, où on cible des populations particulières pour faire des actions de prévention ou de dépistage type sida ou autre. Et là, effectivement, les acteurs en charge de ça, ils n'ont pas attendu le mobiliscope pour savoir qu'il faut mieux aller faire cibler tel quartier à 11h du soir pour récupérer le plus de population qu'ils ciblent. Et par contre, le mobiliscope leur donne un élément chiffré et potentiellement permet aussi à des collectivités, ça je voyais c'était utilisé, pour se dire, moi finalement je savais bien que je perdais beaucoup de population et qu'il me restait que des vieux chez moi, mais par contre je m'étais pas rendu compte que 3 communes à côté, ils avaient exactement le même profil temporel, et que donc peut-être qu'on peut faire une action en partenariat. Donc
certaines choses, ça vient confirmer la connaissance que peuvent avoir des acteurs locaux, mais avec des chiffres qui se sentent plus solides, et où ça va aussi développer des connaissances plus larges sur un périmètre élargi. Et par exemple, il y a aussi des associations qui travaillent au sein des villes, donc une qui s'appelle le Bureau des Temps, qui est assez active dans différentes villes, mais pas à Toulouse. Et c'est de se dire, finalement, c'est à Rennes, ils ont fait ces expérimentations. Le métro, il y a beaucoup trop de monde il est bouché entre 8h30 et 8h30 parce qu'il dessert à la fois la fac et l'hôpital. Donc si on faisait des aménagements temporels, c'est-à-dire en déplaçant un peu le début, en modifiant le début des cours pour la fac et en modifiant la prise de fonction des infirmières ou autres, et rien qu'en bougeant de 5 minutes de part et d'autre, ça fluidifie énormément. Donc en fait, il y a beaucoup de politiques publiques qui, par le temps, peuvent être rendues plus efficaces. Et notamment, tout ce zonage sur les quartiers qu'on dit prioritaires, mener certaines interventions, on se rend bien compte qu'on n'est peut-être pas prioritaire 24 heures sur 24. Enfin, un quartier n'est peut-être pas prioritaire 24 heures sur 24. Et un quartier peut le devenir à certaines heures. Voilà, c'est un peu les discussions que j'ai actuellement avec des différents acteurs locaux ou nationaux. Je voulais savoir comment vous avez conçu l'application. Parce que est-ce que c'est les questions des gens intéressés qui a déterminé la façon qu'elle a été présentée, ou c'est en analysant les données que vous avez découvert les questions et les utilisateurs qui peuvent l'utiliser? Alors en fait, je vais peut-être en reparler après, mais déjà je peux commencer à répondre. Je vous montre, c'est un produit qui est fini. En fait, ça fait qui est fini, qui est toujours en développement, mais il y a 2 ans, je serais venue, alors je vous aurais montré un espèce de truc qui ressemblait à rien du tout, quoi. Et en fait, c'est parti d'une idée de recherche sur regarder la mixité sociale au quotidien. On a commencé à l'implémenter, et au fur et à mesure des échanges qu'on a pu avoir avec les acteurs, on a essayé d'introduire des nouvelles questions, des nouveaux indicateurs. Par exemple, tout ce qui est mode de déplacement, pied, vélo, ça c'était clairement une demande des personnes qui, dès qu'ils bossaient sur la mobilité, ils étaient frustrés de ne pas savoir les modes de déplacement. Donc ça c'est un ajout qu'on a fait suite à des demandes particulières. Et puis après, on a aussi des demandes auxquelles on ne peut pas répondre. Très souvent, c'est des résolutions spatiales. J'aimerais bien qu'on zoome à Rangueil sur un quartier spécifique où c'est beaucoup plus défavorisé que l'autre. Et nous, de par notre puissance statistique, notre taille d'échantillon limitée, on ne peut pas. Donc, on ne peut pas répondre à ce type de besoin. Et donc l'application, elle s'est construite pour essayer de faire en sorte que elle soit un public non habitué puisse le prendre en main, mais comme on l'a vu, finalement, je vous l'ai montré un peu, c'est pas si simple, et il faudra que je vous montre aussi le dernier graphique, je vous le ferai même maintenant, le dernier graphique en haut à droite, dont je vous ai pas parlé, qui est, mais vous, ça va pas sans doute pas poser de problème, mais qui est le graphique le plus compliqué à comprendre pour des personnes qui sont pas du tout habituées, ni à la carte, ni au graphique. Donc, par exemple, je vais aller sur du profil social. Donc là, je suis allée sur Toulouse. Okay. C'est ce graphique ici, et ça s'appelle l'intensité de la ségrégation. Donc, en fait, il faut imaginer que finalement, ce graphique-là, il était au cœur, c'était la jeunesse du projet. Donc, je vous montrerai. En fait, d'abord, c'était un travail d'un post-doctorant, Guillaume Leroux, qui a travaillé sur l'évolution de la ségrégation au cours des heures de la journée en Île-de-France. Et en fait, on voulait créer ce graphique, puisque les indicateurs de ségrégation, c'était toujours fait suivant les données du recensement. Et nous, on voulait voir si, de par la mobilité quotidienne, ça amenait à une plus grande mélange, plus grande mixité, ou au contraire, les gens étaient amenés à se regrouper encore plus. Donc, par exemple, ce graphique, donc, il fonctionne toujours avec en abscisse les heures de la journée, et en ordonnée, c'est une valeur qui varie de 0 à 1. Plus la valeur est élevée, plus la ségrégation est forte, et il s'interprète comme étant la proportion de personnes qu'il faudrait déplacer pour avoir une équirépartition parfaite dans l'ensemble de la région. Donc là, on a la région toulousaine. Si on regarde pour les gens avec un niveau très élevé d'éducation, très élevé, je pense que c'est Bac+3. On va partir en dessous, le gaz.
peu importe, à 4 heures du matin, la valeur elle est de 0,23. Il faudra déplacer 23% des personnes au niveau d'éducation très élevé pour que ils soient équirépartis sur l'ensemble de la région. Si on regarde maintenant les gens avec un niveau faible d'éducation, voilà. Ok, donc c'est bac plus 3 et plus 3. Niveau faible d'éducation, c'est 0,29. Donc elle est plus forte, la ségrégation est plus forte, et elle augmente au cours de la journée. Donc pour cette personne-là, leur mobilité ou leur immobilité, comparativement à celle des autres, fait qu'on observe une augmentation de la ségrégation. Donc à Toulouse, c'est pas vrai pour toutes les villes, mais à Toulouse, dans le périmètre qui est celui des enquêtes ménage-déplacement, ce sont les personnes sociales non défavorisées, donc on le verrait aussi avec les ouvriers, qui sont les plus ségrégés, et cette ségrégation, elle s'accentue encore plus pendant la journée. Donc typiquement ce graphique, donc là je vous ai parlé de ça, c'est l'indice de Duncan, et il y a un autre indice qui s'appelle l'indice de Morand, qui est un indice d'autocorrélation spatiale. Et ben ce graphique-là, finalement, c'est pas celui que je présente en premier aux acteurs, parce qu'en fait, c'est compliqué, quoi. Par contre, il y a des chercheurs avec lesquels on travaille qui sont très frustrés par ce type d'outil, parce qu'on voudrait pouvoir reparamétrer la zone. Par exemple, je vous ai dit qu'il y avait certaines enquêtes ménage-déplacement, ça couvrait l'ensemble d'un département, alors que d'autres, ça couvre une ville plus centrale. Or, comme cet indice de ségrégation, il regarde l'ensemble de la région, il est très sensible au périmètre et au découpage en secteurs. Ce qu'on appelle en géographie le modifié à la Real Unit Problem. C'est suivant le découpage spatial qu'on prend, on obtient des résultats statistiques différents. Donc quand on veut comparer les indicateurs de ségrégation entre les villes, il faut rendre les villes à minima le plus comparables possible. Et donc ce qu'on voudrait, par exemple, ou ce que certains chercheurs qui utilisent le Mobiscope voudraient, c'est pouvoir redéfinir à façon, en mode expert, le découpage cartographique, et que ça recalcule directement l'indice de ségrégation. Donc ça, c'est un truc auquel on pense. Mais si on implémente ça, alors on est sûr que le grand public, nos étudiants et ou les acteurs publics, ils risquent de ne pas prendre en main l'outil, quoi. Donc voilà. Donc on est un peu sur ces Ce qui veut dire qu'en fait, c'est une approche assez itérative. Il n'y a pas qu'il y ait des charges de départ. Ah non, non. Comme ça. Vous avez lancé un premier truc, vous avez testé un peu. Voilà, et je vais vous montrer un peu. Bon, juste. Donc c'est un outil donc libre et open source, donc librement accessible en ligne, sous licence libre. Donc tous les scripts, que ce soit les scripts pour préparer l'étape de présence ou pour faire la géovise, ils sont tous accessibles sur un dépôt GitHub. Et cet été, j'ai eu la bonne surprise que, alors que j'étais en vacances, l'équipe de Nîmes, qui n'est pas intégrée, la ville de Nîmes n'est pas intégrée au Mobiliscope, mais ils ont une enquête ménage-déplacement, auquel j'avais pas encore eu accès. Ils ont fait tourner ils ont fait tourner les scripts chez eux, et ils m'ont envoyé un mail début septembre en me disant, voilà, le Mobiliscope pour Nîmes, il est prêt, est-ce que vous voulez bien l'intégrer Et moi, j'étais super contente. Voilà, j'étais là, mais ouais, mais bien sûr, bien sûr. Et ça, finalement, c'était un bon exemple, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail pour qu'on renforce encore cette approche participative, pour que les communautés, que ce soit les différentes communautés motivées par le projet open source, puissent utiliser le Mobiscope et y contribuer. Et est-ce qu'une des idées serait d'avoir un peu de science participative, c'est-à-dire que les gens puissent auto-déclarer, ou est-ce que c'est vachement dangereux ça? Auto-déclarer quoi? S'auto-déclarer, par exemple, moi je vais sur ton site et je déclare les déplacements que j'ai fait hier. Ouais. Voilà. Je sais que alors c'est compliqué parce que l'autodéclaration, on sait qu'il y a des biais, etc. On pourrait imaginer mettre un formulaire qui reprend exactement les données dont on a besoin, et que les données, voilà. Bon, après, je pense qu'on va avoir, nos profils, quoi. Donc, bon. Ouais, je sais pas. Mais on pourrait imaginer, hein. Donc attendez, du coup je voulais revenir sur la genèse du projet. Donc ça a commencé en 2016, où là c'était indépendamment de l'outil lui-même, avec un postdoc qui s'appelle Guillaume Leroux, et on a eu un budget de recherche et on a travaillé sur justement cette analyse de la ségrégation sociale au cours des heures de la journée en Île-de-France. On a fait un article, très content, lui il est parti faire autre chose, et moi je me suis dit c'est quand même dommage, parce que finalement dans l'article il y a plein de cartes, mais
Et voilà, c'est pas du tout interactif. Si les gens ils veulent zoomer sur une autre région, un autre secteur, ils vont être assez insatisfaits. Donc du coup, j'ai récupéré en grattant les fonds de tiroir un autre budget de recherche qui m'a permis de recruter une ingénieure qui s'appelle Constance Lecomte et avec qui on a conçu un peu le design en se disant finalement ce qu'on veut, c'est avoir des informations sur la ségrégation au quotidien, ou le graphique en haut à droite, une information secteur par secteur plus local, une carte interactive qui évolue au cours des heures de la journée et avec des chiffres en nombre et en proportion pour différents types d'indicateurs. Donc finalement, il n'y avait plus qu'à, mais c'était pas si facile que ça, et on a commencé à utiliser uniquement les données de l'Île-de-France, qui est une enquête en plus un peu spécifique, sur laquelle on avait déjà travaillé pour l'article. Et donc on a développé une V1 et une V2, mais qui étaient uniquement centrées sur l'Île-de-France, avec beaucoup moins de fonctionnalités que maintenant. Ensuite, comme ça a commencé à intéresser les pouvoirs publics, notamment le CGET, qui est le Commissariat Général à l'Égalité des Territoires, je leur ai proposé d'étendre l'outil à beaucoup plus de villes, de faire aussi un outil bilingue, parce qu'en fait c'était que en anglais avant, parce qu'on visait principalement la communauté scientifique. Donc pour une diffusion plus large, ça marchait pas trop que c'est en anglais. Donc voilà, donc on l'a étendu à 22 villes, ce qui a nécessité, donc on a recruté une ingénieure qui s'appelle Aurélie Doué pendant 12 mois, qui a récupéré les données en quête pénale de placement, qui étaient standardisées certes, mais sur lesquelles il fallait quand même faire pas mal de boulot, et puis bien nettoyer et tout, parce qu'au début c'était quand même tout ça était assez expérimental, on essayait, on voulait voir ce que ça marche ou pas. Et donc en mars 2019, en mars de cette année, on a mis en ligne la V3 telle que celle qui existe actuellement. Donc voilà, là je vous ai juste mis, donc maintenant il y a eu de plus en plus d'utilisateurs, on voyait bien les pics d'utilisation au cours du temps avec les mises en ligne. Et donc voilà, là, je vous ai montré l'équipe. Donc voilà, c'était vraiment, il faut imaginer le projet, on n'avait pas un cahier des charges du tout défini, on se les fixait nous-mêmes au fur et à mesure de ce que ça donnait par rapport à nos thématiques de recherche et à nos motivations des uns et des autres, ce qui fait qu'il y avait des gens constants et pouvaient être plus intéressés sur tel mode de représentation, Aurélie par d'autres. Donc on a essayé d'allier tout ça. On a eu aussi pour la V3 l'aide de Renaud Vessière qui travaille dans un prestataire web pour nous aider un peu à faire ça de façon un peu moins artisanale pour tout ce qui était interface web, et Adrien Commange qui est aussi dans mon laboratoire et à l'université de Paris. D'accord, donc vous avez développé l'outil en interne avec l'aide de prestataires. On a tout fait maison. D'accord. Donc avec la satisfaction que ça a, parce que finalement on le développe comme on veut, mais avec la frustration que j'ai pas 10 000 euros sur le compte du Mobilscope pour embaucher quelqu'un, et là par exemple je suis en demande de nouveaux budgets pour continuer à développer les outils, parce qu'il y a de la demande, plus effectivement c'est connu, plus il y a des gens qui souhaiteraient d'autres villes, d'autres modes de visualisation type expert. Donc voilà. Donc justement, si on parle un peu de la roadmap, moi on peut dire, je l'ai scindé en trois axes. Le premier, c'est d'améliorer l'accessibilité. Actuellement, on s'oriente assez difficilement sur la carte. On voit quand on passe la souris, il y a les noms des communes qui apparaissent, mais finalement, quand on connaît pas très bien, on a un peu de mal. Donc on voudrait ajouter en superposition des tuiles OpenStreetMap, comme ça se fait souvent. Pour améliorer la navigation, je vous en ai parlé vite fait, mais vous avez vu l'outil Loop où on peut chercher les communes, on voudrait que ça amène directement sur la commune sélectionnée. Pour améliorer l'ergonomie sur la mobile et tablette, c'est déjà mieux par rapport à la V2, beaucoup mieux, mais ça reste encore à améliorer. Et puis pour libérer plus la donnée, on voudrait proposer au téléchargement les données agrégées par heure et par secteur. C'est-à-dire que les données qu'on a, brutes, elles sont, j'ai signé une convention, je peux pas les donner. Par contre, quand elles sont agrégées par heure et par secteur, il n'y a aucun problème. Donc là, si les communes, d'ailleurs je sais que certaines étaient déjà intéressées, elles ont noté à la main ce qu'elles voient sur le graphique. Bon, je pense que vous pourrez quand même leur proposer un outil de téléchargement. On a un petit problème sur le dictionnaire de données pour que ce soit vraiment clean. C'est pour ça qu'on l'a pas encore rendu possible. Mais donc pour nous, c'est aussi une façon de libérer un peu de la donnée qui à la base ne l'est pas.
question, est-ce que ça a vraiment un intérêt d'utiliser cet outil sur un mobile? Si j'ai envie de regarder ça, je vais laisser sur un écran correct. Oui, si vous êtes en réunion et il y a besoin de répondre à une question, comme on va faire. Oui, en soirée, tu veux sortir un truc, tac, voilà, tu te dis, bah voilà. Non, et par exemple, les interventions que je fais en collège ou en école primaire, où on a une interface où ils ont des tablettes, les enfants, bah c'est vraiment bien qui est. Ouais, tablette, c'est très mobile. Peut-être générationnel, je sais pas. Énormément de communicants qui ne travaillent qu'avec des mobiles, que les décideurs politiques qui travaillent qu'avec des mobiles. J'ai travaillé ce front-end précisément avec ce type de problème pour les techniciens. Et si tu veux, on avait une interface complexe, un peu comme ça, parce que petit à petit, vous ajoutez des fonctionnalités, et finalement, il y a trop d'informations. Il faut faire que le personne du même outil. Non, mais c'est le même principe. Il y a tellement d'utilisation qu'il faut faire des use cases où le personne peut naviguer, décider le sujet qu'il cherche et basé sur le sujet, rentre dans des autres écrans dépendant les petites questions que je vous demande. Donc, chaque fois, c'est plus simple. C'est un peu comme vous regardez Google Maps, c'est une interface très simple, mais il y a beaucoup d'informations qui est disponible. Tu peux rajouter au fur et à mesure. Mais je comprends très bien, parce que j'avais le même problème, vous ajoutez les demandes des utilisateurs, et, mais on peut faire ça, on peut faire ça, mais en fin de compte, tout le monde va simplifier. Parce que vous aurez beaucoup plus d'utilisation. Simplifier, mais après voilà. Vu ça, pourrait même quantité d'informations et moins en même temps. En tout cas, par exemple, je pense ajouter études OpenStreetMap, ça serait bien. C'est pas très compliqué. Et là, il y a une possibilité de cocher si on veut ajouter les noms, les rivières et les routes. Bon, mais ça n'aide pas des masses. Enfin, ça, j'ai eu des bons retours, des retours utilisateurs là-dessus. Je les ai vus faire. J'étais là, ok, effectivement, vous êtes totalement perdu. Donc le deuxième axe, c'est développer de nouvelles fonctionnalités. Donc ça, c'est surtout des indicateurs. C'est plus lié à des demandes des acteurs publics. Donc notamment, je vous ai parlé des quartiers en politique de la ville. On pourrait rajouter assez facilement dans l'accordéon à gauche là, des indicateurs, un profil social, un profil qui serait est-ce qu'ils habitent ou non dans les quartiers en politique de la ville, pour voir justement comment au cours des heures de la journée, ces habitants des quartiers en politique de la ville, donc qui sont finalement assez stigmatisés de par les politiques publiques qui les touchent, et est-ce qu'ils se mélangent ou non avec les populations? Et à l'inverse, est-ce que des gens viennent, est-ce qu'il y a des mélanges entre des habitants et des QPV versus des non-habitants? C'est des petits détails, mais ajouter l'indicateur revenu du ménage, cette info elle n'est pas disponible partout, on l'a juste pour l'instant intégrée dans l'enquête de Paris, mais elle existe pour certaines EMD, parce que c'est pas de fichiers standardisés, et nous ça nous intéresse énormément. Elle existe pour 5 EMD, donc on va la rajouter. Et on va rajouter, donc ça c'est quelque chose ça renvoie un peu à ce qu'on vient de dire sur est-ce qu'il faut le faire ou pas le faire, on rentre un peu sur du mode expert. Je vous ai montré ces indices de ségrégation qui s'interprètent donc comme une mixité à l'échelle de la région considérée. Mais finalement, quand on clique sur un secteur, on a une information sur le nombre de personnes de telle ou telle catégorie, mais on ne visualise pas sur la carte très bien si ce secteur est très mixte ou pas mixte. Donc on voudrait rajouter un indice de mixité sociale au niveau des secteurs. Donc peut-être un code couleur qui dit avec des indices d'entropie standardisés pour arriver à caractériser ça. Mais là voilà, dès qu'on rentre là-dedans, on risque de perdre beaucoup de monde. Donc on se demande si on va faire un mode un peu expert. Et on veut bien sûr élargir le périmètre géographique, donc intégrer au fur et à mesure les villes pour lesquelles on a les données, qui ont mené des enquêtes ménage de déplacement récentes, pour lesquelles les données sont mises sur le catalogue de la DISP, là, cette archive des données de la statistique publique. Et on travaille aussi à intégrer des villes étrangères dotées d'enquêtes origine-destination. Parce qu'en fait, il faut savoir que ces enquêtes ménage-déplacement, c'est pas du tout une spécificité française. Beaucoup de villes d'autres pays
les mène justement pour caractériser un peu les déplacements, l'utilisation du vélo, où c'est qu'il y a des embouteillages, etc. Et donc ça fonctionne souvent sur le même principe. On a des informations sur le déplacement de la veille et des informations sur la personne. Donc cette année, il y a une étudiante de Nantes là, qui est partie au Canada, au Québec, chez des collègues à moi qui travaillent à Montréal, et elle a mis en place le mobiliscope pour les 5 villes québécoises que sont Montréal, Ottawa, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières et Saguenay. Il faut savoir que ces enquêtes origine-destination, ce qu'elles ont de mieux au Québec, c'est que la taille de la population enquêtée est beaucoup plus grande. Par contre, ce qu'elles ont de moins bien, c'est qu'en termes de profil social, on a le revenu, mais c'est tout. On n'a pas le niveau d'éducation, on n'a pas la catégorie socio-professionnelle, on sait juste si la personne, elle travaille ou elle travaille pas, ou elle est étudiante. Donc on a beaucoup moins d'informations sociales, on a plus de monde, enfin voilà, paramètres. Et en Amérique latine, avec des collègues, on va aussi intégrer, mais ça c'est... Non, voilà, on a les données, mais on n'a pas du tout encore travaillé sur ces villes. Mais il y a une réflexion qui s'engage pour profiter de cette extension à ces nouvelles villes étrangères pour préciser justement le standard commun de nos données dont on a besoin pour pouvoir les aspirer et mettre dans l'outil. Et puis le dernier axe, j'en ai parlé, c'est proposer à l'utilisateur expert de restreindre la visualisation et le calcul des mesures de ségrégation, suivant différentes découpages, par exemple les pôles urbains issus du zonage en aire urbaine. Ça répond vraiment à une demande des acteurs de l'urbanisme. Donc cette roadmap, voilà, on l'a fait évoluer aussi au fur et à mesure des personnes qui veulent bien nous financer, et puis des motivations des collaborateurs avec qui je travaille, qui peuvent être à fond sur l'accessibilité et l'interopérabilité, et beaucoup moins sur les quartiers en politique de la ville, ou l'inverse. Et voilà. Je crois que j'ai fait mon temps, non? Il y a plus de ça sont arrivés, mais on attend de poser des questions. Voilà, ça du coup, c'est... Voilà. Je crois que c'est... Oui. Les données d'enquête sont considérées comme périmées au bout de combien de temps? Alors, par exemple, une ville comme Toulouse, donc il y a un accroissement de 5% par an à peu près de population. Je vois le merdier que c'est pour la mairie de gérer ou créer des écoles et compagnie. Ces informations sont très intéressantes, mais ça se base sur des historiques de 10 ans. 2013, ouais. Donc, à quel moment vous considérez que les données ne doivent plus être gardées dans l'analyse parce qu'elles sont plus représentatives du secteur? Alors, moi je pense qu'on peut les garder très longtemps. D'abord parce qu'avoir des archives de ce qui se passe il y a 10 ans ou 15 ans, ça peut être très utile quand on regarde les dynamiques. Donc là, on intègre une autre dynamique temporelle qui est sur le temps long. Donc garder les archives, ça je garderai. Moi, après, comment dire, c'est... est-ce que si la question est quand est-ce que moi je considère que mes données sont périmées, ou quand est-ce que le bailleur, enfin celui qui crée les enquêtes considère qu'il devrait en mener une autre. Je sais qu'à Toulouse, ils envisagent de refaire une enquête ménage-déplacement. En gros, ça se fait tous les 10 ans. Mais en sachant bien que je pense s'ils avaient les sous, ils en feraient tous les 2-3 ans. Moi, je pense que quand même il y a une comment dire. Il faut pas prendre tout ce qui est dans le mobiliscope comme exactement ça. D'abord, c'est des estimations, et en plus, ça peut plus évoluer. Mais c'est évident qu'il y a certains quartiers où va y avoir une nouvelle zone d'emploi qui va s'installer ou des nouveaux logements. À Montaudan, par exemple, je pense que le mobiliscope, il est un peu faux, quoi. Du coup, quand il y a une nouvelle enquête, vous enlevez les données de l'enquête précédente? Alors, le cas ne s'est jamais présenté, puisque les données standardisées, pour l'instant qu'on utilise, elles ont été standardisées dans un format, celui qui est le nôtre, à partir de 2009. Donc pour l'instant, il n'y a jamais eu une ville qui a refait une deuxième enquête sur le même modèle. Pour autant, nous, ce qu'on aimerait bien, mais ça c'est un projet beaucoup plus exploratoire, ce serait, donc là vous avez vu qu'il y a une temporalité du quotidien, donc heure par heure, et nous ce qu'on voudrait c'est rajouter une nouvelle temporalité, pas forcément dans l'outil, mais dans nos analyses, et à terme peut-être dans l'outil, c'est intégrer une temporalité sur les 50 dernières années et du quotidien. Par exemple, sur Paris, on a 4 enquêtes ou 5 enquêtes ménage-déplacement qui ont eu lieu depuis 1950. Donc on pourrait imaginer qu'on ait un axe du temps décennal et un axe du temps heure par heure, parce que par exemple, sur cette dynamique sur le temps long par année,
il y a beaucoup de travaux qui ont été menés pour comprendre les villes, typiquement sur des phénomènes de gentrification. Les quartiers, ils se gentrifient. Nous, ce qu'on observe aussi avec le mobiliscope, c'est un axe de nos travaux plus scientifiques, c'est qu'il y a aussi une gentrification du quotidien dans certains quartiers. Le quartier est globalement pauvre, par exemple à Saint-Denis, à Paris, c'est très vrai, globalement pauvre la nuit, mais il y a une arrivée massive de cadres la journée. Et donc, peut-être que cette gentrification du quotidien, elle va mener à terme à une gentrification résidentielle. Pour pouvoir vraiment analyser ça, c'est une dimension plus recherche, mais il faudrait croiser du temps long et du temps court. Donc, pour répondre à votre question, par rapport à ça, justement, je n'enlèverai jamais les données du mobiliscope. En tout cas, je les laisserai une possibilité de slalomer entre les deux, mais ça sera pas très, satisfaisant, parce que souvent quand on compare les heures, il y a justement arrivé à pouvoir afficher les deux villes ou les deux mêmes heures à côté, enfin, la même ville mais à 2 années différentes, etc. Donc, voilà, dès qu'on est sur de la dynamique, sur le temps long, on se pose des questions particulières. Mais voilà, tant que les villes, moi quand je fais une approche assez pragmatique, en général sur le mobiliscope, tant que les villes elles ont pas refait, et qu'elles ont fait une enquête après 2009 et qu'elles en ont pas refait une autre, ben c'est celle-là que je mets quoi. Il pourrait se poser la problématique que tu aies 2 temporalités différentes. Si des villes font une enquête cette année et puis d'autres en 2009, du coup les comparaisons. Enfin, bon, je peux formuler la question différemment. C'est là, on a vu des comparaisons qui étaient toutes sur Toulouse, toutes sur des gens. Comment on fait, peut-être que l'outil n'est pas fait pour ça, ou est-ce que vous y pensez, comparer entre villes? Alors, c'est une problématique un peu compliquée, la comparaison, c'est le cœur de la dataviz, mais comparer entre villes, quartiers qui ont chacun leur structure. Donc ça, c'est un problème qui se pose en général sur la ségrégation, par exemple sur des indicateurs de ségrégation. Comment comparer des villes alors que leurs découpages ne sont pas les mêmes, par exemple? Donc moi, ce qu'on propose, c'est qu'autant on peut pas comparer les valeurs, mais ce qu'on peut faire, c'est comparer l'amplitude. Pour une même ville, par exemple, si on regarde la ségrégation des hommes et des femmes, elle est quasiment nulle la nuit et elle est importante la journée. Donc on peut regarder pour Toulouse l'amplitude, ça va être multiplié par 2, pour Montpellier par 2, pour une autre ville que par 1,5. Donc moi je pense qu'on peut, enfin on fait différents tests là-dessus, mais qu'on peut comparer l'amplitude de la ségrégation et pas la valeur elle-même. Et donc ça, par exemple, nous on le fait, typiquement ce genre de choses, où là il y a les valeurs de l'indice de Duncan, qui est donc l'indice de ségrégation à 14 heures. Il m'avait pas dit qu'il poserait la question, hein, mais vous avez vu, je l'avais sous la main. Les valeurs de l'indice de Duncan donc à 14 heures. Donc comme je vous dis, celui-là, cet axe-là, ces indicateurs, ces variables sur cet axe-là, faut s'en méfier. Et le ratio du Duncan, donc de l'indice de Duncan à 14 heures, sur Duncan à 2 heures du matin. Et donc là, c'est sur le sexe, donc, où je vous ai dit que c'était assez intéressant de voir comment beaucoup de villes, et toutes les villes, avaient un indicateur de ségrégation plus fort la jour que la nuit. C'est-à-dire que la ségrégation des femmes, enfin la parité, la mixité femmes-hommes, elle est toujours plus faible la nuit, le jour, que la nuit, quoi. Et on peut voir des groupes de villes. Alors après, voilà, on a refait Toulouse, Bordeaux, Grenoble, des villes qui par certains aspects urbains, pour le dire vite, se ressemblent. Et on a refait ces mêmes calculs avec des périmètres comparables, et puis après avec des indices un peu de répétition. Enfin, parce qu'en fait, ça pose aussi des questions de visualisation de données. Parce que là, tu as ramené un indice. Bien sûr. Mais parce que c'est la première chose à faire. Enfin, ouais. Voilà, puisque ça vous parle, mais en termes de visualisation, il y a des trucs. En soi, c'est compliqué, quoi, quelque chose. Ne serait-ce que nous déjà, la première problème qu'on avait, c'était qu'est-ce qu'on mettait, par exemple pour les couleurs là, qu'est-ce qu'on mettait comme discrétisation par classe. Donc ce qu'on a fait, c'est que au moins pour toutes les heures de la journée, elles sont les mêmes pour une ville donnée. Ok, donc ça facilite la comparaison. Intra-heure. Ouais. Voilà, c'était intra-heure. Donc pour chaque modalité, les intervalles de classe restent identiques sur les 24 heures pour une même région. Donc c'est écrit en bas. Par contre, par exemple, pour le profil démographique où c'est assez stable, on a choisi d'avoir exactement...
ah oui, non, c'est pas dit là, c'est dit ailleurs, mais on a choisi d'avoir exactement les mêmes classes pour toutes les villes et pour toutes les heures, parce que c'était possible. Alors que pour d'autres villes, c'est pas possible. Parce que dans certaines villes, il y a beaucoup d'ouvriers, donc il y a que... Tu vas avoir un truc, tu risques d'avoir des choses moins tranchées. Tout à fait. Enfin, ça mais voilà. Mais parce qu'en fait, si je me suis permis de le faire pour le sexe, c'est parce que ça tous ressemble. La nuit, c'est à peu près le même proportion partout, et la journée, ça augmente. Donc c'est pour ça que c'est le seul indicateur sur lequel on s'est permis que la discrétisation par classe soit la même par heure et par ville. Mais effectivement, ce que font les gens quand ils comparent, même moi la première, on prend 2 écrans, on regarde à côté, et tout ça. Donc ça renvoie à énormément de problèmes qui sont propres à la visualisation et à la comparaison. Ouais, parce qu'en M2, après ça pose des problèmes techniques aussi. Puis l'œil, il va pas... Bah oui, non, tout à fait. C'est compliqué, ouais. Et puis ce qu'on fait aussi, après on peut comparer, donc il y a comparer les villes entre elles, il y a comparer les secteurs entre eux, donc ça finalement, on le fait comme ça. Vous voyez là, ça c'est tous les graphiques, donc là on compare hommes-femmes toujours, là, Capitole, Blagnac, Turpan, Pêche-Beaunieu. Donc là c'est la proportion de femmes, le nom, c'est quoi? C'est la proportion estimée de femmes, là oui, le nombre estimé de personnes, donc total, donc là où on voit que Pêche-Beaunieu perd du monde et Blagnac, Capitole en gagne plein, et là c'est le nombre estimé de femmes, et de non-résidents par sexe. Donc en fait, avec ces trois-là, on peut dire, bon bah voilà, Turpan il gagne un peu de population, mais surtout, il gagne surtout des femmes, qui sont non-résidentes ici beaucoup plus importantes que les hommes. Alors que Blagnac gagne surtout des hommes, il gagne la population. Et Pêche-Beaunieu, il perd la population, et on n'a personne, avec le petit iota que je vous ai dit, qui est non-résident à Pêche-Beaunieu au cours de la journée. Et voilà, donc ça c'est une comparaison quand on est au niveau local. Mais qu'on fait en faisant des copies d'écran, tac. Oui. Est-ce que vous êtes directement parti sur un outil à vous, ou est-ce que vous avez essayé d'autres outils pour essayer de représenter ça avant, genre un petit tableau par exemple, Non. Des cartes, des filtres et tout ça? Non. Vous êtes directement parti sur un outil? Mais en fait, ça s'est fait de façon artisanale, parce que la première qui a développé, j'étais derrière, mais c'est quand même elle qui l'a fait, largement, Constance, c'était la première fois qu'elle le faisait. Il faut savoir que dans la recherche publique, comme on recrute à des grilles salaires fixes, quand je propose de prendre du monde pour développer le mobiliscope, des personnes, bien compétentes, qui ont beaucoup d'années d'expérience et qui peuvent avoir un bon salaire, soit elles adorent la recherche et elles viennent, soit en fait. Donc ce que j'ai souvent, c'est des personnes qui se mettent à la géovise, et après ça correspond tout à fait aussi au fait d'être un laboratoire de recherche et de former du monde. Mais moi je suis pas du tout spécialiste, et les personnes avec qui j'ai travaillé, personne n'était spécialiste au début. Donc peut-être qu'effectivement on a réinventé l'eau tiède alors que tout existait déjà, c'est possible. Mais à ma connaissance, on n'est pas vraiment parti d'un existant ou de plusieurs existants. Vous avez utilisé des librairies quand même, JavaScript qui existaient? Oui, on a fait des JavaScript qui existaient, on a regardé beaucoup de D3JS qui étaient, voilà, c'est une bonne approche, hein. Mais évidemment qu'on a pris des bouts d'interface qui nous plaisaient pour tout ce qui était. Mais voilà, moi après. On va voir si il y avait un outil que vous aviez essayé, puis finalement, non, c'était pas suffisant, et j'aurais dû savoir pourquoi. Mais... Ouais, lequel? Non, mais en fait, voilà, de par mon incompétence de base sur les outils, et de par le fait que les personnes avec qui j'ai travaillé, que je recrutais comme ingénieur géovise, étaient super intéressées, mais pour s'y mettre en fait, et on a bricolé quoi. Ah, puis là, t'as pas de problème de licence, tout le monde peut y accéder. Oui. Dans la page web, quelque part. Alors que si j'avais pris des licences, je sais pas, d'une petite
tableau ou Oui, quelque chose. C'est un peu ça. Là, c'est déjà beaucoup plus compliqué pour diffuser, quoi. Ça aurait été une raison. Ah oui. Non, c'est vrai que non. Après, c'est des outils la problématique est très spécifique, donc c'est forcément un outil qui est un peu sur mesure. Quand tu veux faire un développement sur le web, il ne faut pas trop. Alors, je peux imaginer. Mais ce qu'on a regardé, c'est. Ils ont déjà pris les. Mais ce qu'on a regardé, c'est pour tous ceux qui avaient une dynamique temporelle. Oui, mais. Faire un peu de développement sur ta main, parce que ça va vite fait, tu peux regarder si ça marche bien, etc. Puis après, une fois que tu as figé ton truc, là, je le câble en dur. Non, mais je pense. Enfin, c'est pas du tout pour comment dire que c'était super facile, mais je pense il n'y a pas de choses. C'est mis bout à bout une idée de départ où il n'y avait pas d'outils qui étaient déjà faits dessus avec une question de recherche qui nous intéressait. Et après des enquêtes qu'on a mises en forme pour répondre à cette question, et après une visualisation qui effectivement peut-être dans ce cadre de ce meetup de DataVis n'a rien de révolutionnaire par rapport à ce que vous connaissez déjà. Il y a un axe du temps, ça peut être un axe des années, on a une discrétisation, on a un indicateur, on clique dessus. Voilà, je pense qu'on m'a fait venir aussi pour la question de recherche qu'il y avait derrière un petit peu, et finalement comment on a monté les choses de façon incrémentielle. Je trouve très professionnel en fait, parce que vous arrivez à monter tellement d'informations dans une page. Je trouve vous avez bien réussi. Okay. Le problème, c'est maintenant fait que c'est plus facile pour les gens qui ne connaissent pas. C'est compliqué parce que là, au départ, c'est quand même plutôt les gens hyper spécialisés, chercheurs, donc c'est forcément ils comprennent tout de suite. Après, quand on veut descendre à. Les trois comprennent. Oui, bon, après, la personne qui va arriver, qui ne connaît pas du tout le sujet, qui va arriver sur cet outil, il faut que instantanément il dise attends, c'est super bien, etc. Qu'il n'ait pas peur et qu'il dise attends, je passe à autre chose, parce que là, je comprends rien. C'est ça qui est vachement difficile à régler. C'était un peu la question que je voulais poser, mais qui va nous amener trop loin, c'est comment on passe d'un objet de recherche, un outil pour la recherche, à un outil qui est ouvert à tout le monde, avec les risques de mauvaise interprétation, mauvais usage, usage biaisé, usage orienté. Est-ce que c'est quelque chose, une problématique auquel vous avez pensé? Sur les visualisations, on sait que les gens peuvent ne pas comprendre, mal comprendre. Là, c'est vachement bien fait, tout ça, c'est quand même assez easy, mais les gens peuvent s'en servir. L'indice de célélation, il est mal utilisé. Des fois, je vois des trucs qui j'imagine bien que les gens peuvent penser que c'est effectivement la proportion de personnes, enfin bref. Toi, déjà rien que tu fais une carte, les catégories, les gens ne savent pas forcément. Est-ce que ça, c'est une problématique qui vous embête, freine le développement, se pose pas parce que c'est pas ton. Comment tu... Moi, je dirais que j'ai un peu c'est un peu la même logique que j'ai par rapport à l'open data, c'est-à-dire c'est pas parce qu'elle risque d'être mal utilisée qu'il faut pas la mettre en libre accès, et la visualisation c'est pas parce qu'elle risque d'être mal interprétée qu'il faut pas en proposer, quoi. Donc j'essaye peut-être que j'essaye de faire il y a un petit tutoriel pour expliquer comment marche l'outil, si on clique là, être sur l'utilisation de l'interface, mais ça m'a l'air vachement intuitif, mais c'est plus mais voilà, des sujets qui sont bien sûr. Après effectivement par exemple question, mais on m'a dit mais c'est affreux, ton outil ça va être utilisé par des terroristes pour les attentats, comme ça ils vont savoir où mettre une je sais pas quoi, bref, où ils vont avoir plus de monde de telle catégorie sociale, et moi je dis non, mais ils ont pas besoin de mon outil, et deux, de toute façon, la même truc que raison qu'on dit pour freiner la diffusion des données. Donc je suis prudente, c'est pour ça qu'il y aurait juste peut-être ce mode expert que je rendrais explicite qu'il y ait un mode expert. Genre, vous êtes expert, vous êtes sûr, vous êtes expert, vous voulez y aller, hein. Ok, cliquez dessus, alors là, on aura peut-être plein de trucs. Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure par rapport à du mobile ou l'écran géant. On peut imaginer que sur un mobile, on peut pas mettre autant d'informations que dans un grand écran. Donc en fait, en fonction de l'application, suivant le type d'écran, ou ça pourrait être le type de personne, on n'a pas du tout les mêmes fonctionnalités. On a une fonctionnalité qui va dépendre un peu à la fois de l'outil qu'on utilise ou de personne. Comme je dis, moi je suis pas expert du tout, je vais juste avoir c'est quoi le Copyscope, et en 2 minutes, il faut que j'accroche sur tout. Mais là, on est vraiment dans de la com, dans du marketing de produits pour essayer de voir le produit.
À la limite, je me dis, est-ce que c'est encore du boulot de chercheur, quoi Bah là, déjà, je pense que je suis à la limite de mon travail, alors. Là, c'est ce qu'on voit quand on est en version mobile. Donc, on a mis les indicateurs au-dessus, là. On a la carte. Et donc, on peut choisir, voilà, par là. Et la carte qui s'affiche. Et quand on clique sur un secteur, et ben, on a l'infosecteur, là, c'est la ségrégation. Et on a l'infosecteur en dessous. Donc, on a mis tous les blocs comme ça. Puis la home. Voilà, il y a aussi, si ça intéresse, on a fait beaucoup de boulot, d'informations techniques, mais données, indicateurs, géovisualisation, différentes infos, organisation de la géovisualisation, etc. Donc, c'est beaucoup de boulot pour simplifier aussi. Parce que il va falloir qu'on arrête parce que les pizzas. Ah oui, on fera bien. D'abord, je voulais remercier beaucoup Julie. Bah oui, avec plaisir.